Bonjour. Alors, j'ai finalement intitulé ma présentation ainsi: Toilettes sèches et voitures hybrides, les rapports des classes dominantes à l'enjeu écologique. J'en devine certains qui, dans les premiers ou derniers rangs, sourient ou rigolent. Il est possible que l'on déchante un peu. Alors, on va commencer avec ça. Prendre les transports en commun pour les petits trajets, surtout pas sa voiture. Vu le prix de l'essence, il est temps de lever le pied. Il faut éteindre les lumières dès qu'on quitte une pièce. Réduire sa consommation d'eau chaude. Il faut prendre des douches et pas des bains. Il faudrait penser à d'autres énergies, le solaire pour l'eau chaude par exemple. En économisant l'énergie, on limite le dérèglement climatique. Et ça, c'est pas que des mots. La planète se réchauffe. Faisons vite, ça chauffe. Ça, c'est la première chose sur laquelle j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse que j'ai menée entre 2004 et 2008. Et c'est le principal spot publicitaire d'une campagne de communication du ministère de l'Environnement français, l'Agence de l'Environnement et la Maîtrise de l'Énergie. Une campagne de communication dont l'ampleur va se révéler inédite. Et à travers ce spot, et notamment en particulier à travers la signature musicale de ce spot et cette chanson Parole, Parole de Dalida, l'État français somme ses citoyens de passer de la parole aux actes, de mettre leurs actes au diapason de leurs intentions déclarées. Une quinzaine d'années avant ou une quinzaine d'années après, deux jeunes femmes, Severn Collis-Suzuki en 92 et puis en 2019 Greta Thunberg, dénonce le décalage entre les paroles des chefs d'État et l'insuffisance des politiques qu'ils mettent en œuvre. On écoute un extrait ou la fin de l'intervention de Severn Suzuki. Do not forget why you are attending these conferences, who you're doing this for. We are your own children. You are deciding what kind of a world we are growing up in. Parents should be able to comfort their children by saying, everything's going to be all right. It's not the end of the world, and we're doing the best we can. But I don't think you can say that to us anymore. Are we even on your list of priorities? My dad always says, you are what you do, not what you say. Well, what you do makes me cry at night. You grown-ups say you love us, but I challenge you, please, make your actions reflect your words. Thank you. Greta Thunberg reprend ce registre argumentatif, ce schéma argumentatif, et reproche aussi aux chefs d'État de dire qu'ils agissent assez alors que, je la cite, les politiques et actions nécessaires ne sont nulle part en vue. Donc on le voit, hein, quand il s'agit d'évaluer l'action environnementale des individus comme des États, il est commun, usuel, de mobiliser ce registre durable, un peu inoxydable, récurrent, régulier, de l'incohérence. Hein, ce schème de l'incohérence, de la contradiction, de la trahison, de la compromission, du greenwashing, de l'écart hypocrite entre les intentions et la réalité des pratiques. Bon. Ce point de départ étant posé, l'argument que je souhaite soumettre à la discussion lors de ce colloque soutient que les membres des classes dominantes se positionnent en contrepoint de cette lecture morale des actions environnementales. C'est même précisément en s'en distinguant qu'ils parviennent à s'approprier, sans trop de difficultés finalement, et c'est ça qu'on va essayer de comprendre, eh bien, des innovations sociales et environnementales qui, à l'instar de la permaculture, du lombricompost, des AMAP, des écoquartiers, des mobilités douces, de l'agriculture biologique ou urbaine, etc., étaient il y a encore 25 ans perçues comme révolutionnaires, entre guillemets. Donc cette appropriation de ces innovations sociales et environnementales s'appuie
sur une critique des ZC. Critique des ZC qui fonctionne comme un principe distinctif de dépassement des contraires et des contradictions excessives en tout cas. Donc c'est ce que je voudrais montrer donc, et discuter, hein, c'est-à-dire que à la démesure ou au dogmatisme supposé des injonctions à la cohérence et à la rigueur morale, les dominants donc opposent un goût pour l'ouverture, la complexité, l'éclectisme. Et ce que je vais essayer de montrer, ce que je voudrais montrer, c'est que le rapport bourgeois à l'enjeu écologique est ainsi structuré, organisé par un ethos pondérateur qui dispose à faire fructifier la contradiction. Par ethos, hein, je reprends la perspective weberienne, hein, il s'agit de le concept d'ethos renvoie à la traduction pratique d'une pluralité d'éthiques, ou à l'articulation des sens pratiques et des sens moraux, hein, la façon dont des sens moraux, des éthiques se traduisent, se retrouvent dans la pratique. Bon. La pondération, donc, définition classique, enfin, littérale, hein, c'est un juste équilibre, ça désigne un juste équilibre de forces agissant en sens contraire. Donc, ethos pondérateur. Bon. Donc, pour déceler les logiques et la cohérence sociale au principe de cette valorisation de l'incohérence, mon propos s'appuie sur 2 enquêtes. La première plutôt ethnographique, réalisée auprès des franges réformatrices du mouvement écologiste, plus précisément auprès d'organisations qui vont œuvrer à la promotion de la consommation responsable ou des économies dites circulaires, collaboratives, bleues, symbiotiques, bref, ce que je propose d'appeler les nouvelles économies vertes du capitalisme. Et puis une seconde enquête en population générale cette fois, qui reporte sur 84 entretiens approfondis, pour essayer de saisir les rapports à l'enjeu écologique en différents points de l'espace social. Alors, de prime abord éloignées l'une de l'autre, ces 2 enquêtes se rejoignent dans la mesure où l'une et l'autre documentent via des sentiers empiriques différents et complémentaires cet ethos pondérateur. La première enquête, on va le voir, révèle un travail de pondération donc, qui a pour effet de fluidifier les relations entre le champ économique et l'espace du mouvement écologiste. Tandis que la seconde enquête montre comment le rapport pondéré à l'enjeu écologique brouille le clivage entre réussite économique et valorisation des formes de vie ascétiques. Ce qui a pour effet, sur le terrain des styles de vie, eh bien, d'effilocher, d'étioler, en tout cas de ne pas durcir la frontière entre les pôles culturels et économiques de la bourgeoisie. Et donc, ce que je voudrais argumenter, c'est que ce qui se joue finalement dans les rapports bourgeois à l'enjeu écologique, eh bien, c'est précisément cette articulation entre les conceptions faibles et fortes des innovations sociales, pour reprendre la distinction proposée et discutée par l'appel à la communication du colloque. Il s'est d'ailleurs trouvé par une sorte de contingence un peu déroutante, que ce cadrage, cet argument du colloque entrait en très forte résonance au moment où je l'ai lu avec les réflexions qui m'occupaient, avec mes travaux actuels, même si, je dois le préciser maintenant, je ne suis pas du tout familier de la notion d'innovation sociale. On va voir d'ailleurs que sur le terrain environnemental, ce terme est plutôt marqué socialement et idéologiquement, on va le voir tout à l'heure, et donc, bon, j'ai associé... Voilà. Dans mon propos, l'innovation sociale et environnementale, ça correspond à la vaste palette des solutions à la crise écologique. Bon, même si peut-être mis à part tout un registre de politique publique. Alors, plus particulièrement, je prête une attention spécifique aux rapports sociaux à l'œuvre dans l'architecture des solutions proposées. C'était une formulation qu'on trouve dans le texte de cadrage du colloque, que j'aurais rédigé peut-être un poil différemment pour attirer l'attention sur l'architecture des rapports sociaux à l'œuvre dans les solutions proposées. Quoi qu'il en soit, l'intention, c'est d'étudier
comment ces solutions, ces innovations sont travaillées par des rapports de domination, et ce faisant, d'apporter des éléments de réponse à cette question 6 de l'appel à la communication qui se demande comment analyser les trajectoires d'hybridation ou encore le continuum entre ces différentes pratiques, c'est-à-dire entre des innovations sociales conservatrices et d'autres plutôt jugées, supposées transformatrices. Alors, si je prends 30 secondes là maintenant pour signaler combien ce cadrage m'a parlé et même aidé, c'est que je voudrais adresser de vifs et sincères remerciements à toute l'équipe organisatrice de ce grand colloque. Des remerciements tout particuliers à Mélanie Claude et Sylvain Lefebvre pour leur efficacité comme pour leur bienveillance. Des remerciements aussi à celles et ceux qui, en discutant avec moi le 9 avril, m'aideront encore à faire progresser mes analyses, dont je dois signaler qu'elles sont en chantier. Elles sont toujours en chantier, ces analyses, ces réflexions. D'ailleurs, j'avais annoncé dans le titre et le résumé de cette présentation que je traiterai de l'enjeu écologique au prisme des rapports de classe. Vous avez compris que j'ai un petit peu réorienté ma perspective et vous m'en excuserez. Mais bon, entre-temps, j'ai avancé, j'ai travaillé et j'ai estimé plus fécond de me concentrer sur les rapports à l'enjeu écologique des classes dominantes. D'autant que, bon, en France, on commence à disposer de plusieurs recherches sur les classes populaires et l'enjeu écologique. Moi-même, à partir de l'enquête en population générale, j'ai commencé à publier là-dessus. Alors qu'en revanche, peu, voire pas d'enquêtes sont menées sur les rapports à l'enjeu écologique des classes dominantes. Or, c'est pourtant bien elles qui contribuent le plus aux dégradations environnementales, tant par leur style de vie que les options politiques qui favorisent ces mêmes styles de vie. Et c'est par ailleurs probablement elles qui ont le plus à perdre d'une transformation sociale et guidée par les impératifs écologiques. Bon. Alors à ce stade, juste une précision conceptuelle, ce que j'entends par classe dominante. Mon usage du concept de classe sociale s'inscrit dans une approche relationnelle de l'espace social au sein duquel il est possible de découper des classes d'individus en fonction d'un ensemble de critères. La dotation au capital culturel et économique pour commencer, mais pas que, la catégorie socio-professionnelle, l'inscription spatiale, la trajectoire biographique, etc., qui font que ces individus occupent des positions dans cet espace social qui sont relativement proches, suffisamment proches pour que leurs conditions matérielles et symboliques d'existence présentent nettement plus de points de convergence que de divergence. Donc, si la sociologie est un voyage dans le monde social et que l'on peut figurer ce monde social en partant de ce schéma canonique de Bourdieu que probablement beaucoup d'entre vous ont déjà croisé, hein, schéma central de la distinction, eh bien, l'idée aujourd'hui, c'est bien de se promener en haut à gauche et puis en haut à droite de l'espace social, c'est-à-dire au sein des classes dominantes des bourgeoisies. Peut-être préciser également que par transformation sociale, justement, j'entends la déstructuration de ce schéma, la déstructuration de cette distribution des positions sociales. Et si je souligne ça, alors je garde peut-être pour la conclusion si j'ai le temps, ou alors pour la discussion si ça vous intéresse, comment je me positionne par rapport à cet enjeu définitionnel de transformation sociale, de la transformation sociale. Mais disons que dans un air du temps où il est de bon temps de parler de transition, de changement des sociétés, bon, par exemple, et ça m'amène un petit peu plus au cœur du propos, lors de la COP21 à Paris en 2015, ce qui m'avait marqué, et je m'étais dit, tiens, il y a peut-être un basculement, il y a peut-être, ça y est, une politisation de la question climatique, dont j'avais montré, j'y reviendrai, qu'elle avait été largement et structurellement dépolitisée, puisque tout d'un coup, je voyais apparaître l'idée de changement de société. Il fallait aller vers des économies post-carbone, et le mot d'ordre, c'était décarboner les sociétés. Donc, on parlait de changement, de transformation des sociétés, transition, changement, mais ce dont je me suis vite aperçu, et j'ai vite déchanté, c'est qu'en fait, on ne parlait jamais de transformation sociale, de transformation du social, c'est-à-dire que toutes ces philosophies du changement n'impliquaient aucune modification des rapports de pouvoir. Bon, donc il ne me semble pas inutile de rappeler que la transformation sociale a comme horizon d'abord une destitution de l'ordre social pour ensuite réinstituer d'autres structures et mécanismes de distribution des pouvoirs de toutes sortes. On y reviendra si vous le souhaitez. Et donc, cette COP 21 va se présenter un peu comme
un grand chaudron des solutions à la crise environnementale. C'est-à-dire que d'abord, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'avec la COP21, l'histoire de l'écologie politique retiendra qu'on est passé de la phase d'alerte, où on sommait les scientifiques de tirer l'alarme, de sonner l'alarme, à la phase des solutions. Et donc les scientifiques, et ça a été assez frappant, j'avais fait une observation de la conférence Our Common Future Under Climate Change qui avait eu lieu dans les locaux de l'UNESCO à Paris l'été précédent la COP, et on voyait très bien que la montée en puissance des savoirs économiques, ingénieriaux, qui devaient accompagner la mise en place des solutions, et au détriment des savoirs relevant plus du système Terre, qui avait été jusqu'à présent dominant. Bon. Et donc, voilà, on a ce cadrage qui est imposé par les organisateurs, Laurence Toubiana notamment, et Laurent Fabius, ce cadrage des solutions, avec tout au long de l'année qui précède la COP21, un agenda des solutions. Et puis, on va y venir, l'organisation, le temps d'un week-end à Montreuil, d'un village mondial des alternatives. Ça va être la façon dont le mouvement écologiste va se saisir ou va se positionner par rapport à ce cadrage des solutions, en essayant d'opposer, on va le voir, les vraies et les fausses solutions. Et puis, on a, parallèlement au Grand Palais, le pavillon des solutions, Solutions COP21, où là, c'est le monde de l'entreprise qui va se présenter comme étant au cœur de la solution au problème climatique, en étant voilà, central dans cette solution, dans ce cadrage des solutions, le monde de l'entreprise. Donc, quelque part, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que depuis la fin des années 2000, tant du côté du mouvement écologiste que du mouvement que du champ économique, il y a une effervescence, un bourgeonnement de tout un tas de dispositifs devant répondre à la crise environnementale, d'innovation environnementale pour reprendre ce terme. Et donc, c'est ça qui se donne à voir de façon très, très forte au sein, lors de la COP21. Et c'est pour ça que c'est pas mal finalement de partir de là, hein, de ce point de départ, puisque on a à ce moment-là donc une partition qui s'inscrit même spatialement, hein, assez nette, entre d'un côté un premier versant de l'innovation, on va dire, le versant plutôt d'ailleurs alternative, le pôle des alternatives, qui va être donc se situer à Montreuil, c'est-à-dire dans une petite, une municipalité en bordure de Paris, réputée pour pour sa coloration écologiste, de gauche, voilà, entre 2006 et 2012, il me semble, c'est Dominique Voynet qui est une figure de l'écologie française qui en est la mère. Voilà. Donc c'est le pôle des alternatives, c'est, alors voilà, quelques images. Donc là, ce sont les innovations environnementales élaborées au sein du mouvement écologiste, qui se positionnent, si ce n'est contre, plutôt à distance de l'ordre social capitaliste, en tout cas en opposition aux solutions gestionnaires et technocentrées. On parle démocratie, horizontalité, rapport au temps, rapport au territoire. Et donc là, le langage penche plus du côté de la transformation que de la transition. C'est le royaume des toilettes sèches et des médias alternatifs. Les figures principales, ce sont les militants, les activistes, les décroissants. Alors là, on voit, je ne sais pas si vous pouvez le lire ici, mais ce qu'il faut lire ici, c'est que la mise en avant de 270 porteurs d'alternatives. Donc on est plus ici du côté de la bourgeoisie culturelle, même si voilà, c'est quelque chose qu'il faudrait discuter et travailler, comment on peut superposer ces deux pôles de l'innovation, le pôle des alternatives plutôt du côté de la bourgeoisie culturelle et le pôle des innovations plutôt du côté de la bourgeoisie économique. Voilà, il me semble que ça fonctionne pas mal, mais c'est à préciser, c'est peut-être pas si simple. Bon. Donc, voilà un petit peu l'ambiance du village mondial des alternatives, qui concentre, qui va réunir voilà, toutes les alternatives portées par le mouvement écologique, et donc qui met en avant, qui oppose voilà, les fausses solutions. Les fausses solutions, donc vous en voyez quelques-unes, là, ça, je pense que ça ne vous surprend pas, qui renvoient en fait aux solutions officielles, institutionnelles, celles des grandes entreprises comme Veolia, Carrefour, Coca-Cola, hein, et qui se situent non pas à Montreuil, mais au Grand Palais, hein, ce lieu historique des expositions prestigieuses dans les beaux quartiers de la capitale.
Et donc là, on va plutôt parler de rupture, d'inventivité, d'innovation, hein, d'éco-fiscalité, d'éco-conception, de transition d'énergie marine, de micro-algues, de biomasse, de smart agriculture, de smart cities. C'est le royaume des voitures hybrides et des médias commerciaux. Hein, donc ici, les figures principales sont plutôt non plus les porteurs d'alternatives, mais bien les porteurs de projets, ces personnalités innovantes et originales, ces têtes de réseau, ces key opinion leaders, ces change makers, ces climate or ecological heroes. Hein, c'est toutes ces figures-là qu'on rencontre, ce langage qui se déploie. On est plutôt ici du côté des fractions économiques de la bourgeoisie. Et donc, on voit se mettre en place un champ de bataille, puisque deux camps se dessinent et semblent même s'affronter le temps de la COP 21. Alors, les milieux populaires, on y reviendra, étant tenus à distance du mouvement écologique, c'est une guerre non plus des classes, mais des bourgeoisies qui se joueraient sur ce terrain des vraies et fausses solutions à la crise environnementale. Sauf que ça, c'est le roman révolutionnaire, et force est de constater que l'affrontement n'a pas eu lieu. Plus qu'un champ de bataille, c'est un grand chaudron qu'on observe. Et ce que l'enquête donne à voir, c'est que derrière cette opposition qui est d'ailleurs, c'est pas anodin, hein, plutôt mise en scène par le pôle toilette sèche que par le pôle voiture hybride, et bien derrière cette opposition, ce sont en fait des logiques de modération, d'équilibrage, d'hybridation, de fluidification qui se donnent à voir, hein, enfin qu'on observe. Tout un tas de logiques dont il ne faut pas perdre de vue qu'elles sont asymétriques et charpentées de rapports de force. Alors, toujours sur le... Pardon, je reviens un tout petit peu en arrière, mais voilà, le pavillon des solutions au Grand Palais. Donc, voilà, il y avait 32 solutions, 8 en 4 thématiques. Donc, voilà, si on regarde, la bourse du carbone, une solution d'avenir. Ici, demain, la ville intelligente, faire du froid écologique. Bon, ça c'est pour les modes de vie, la capture, capter, stocker le CO2. Bon, des choses qui ne se prendront là encore pas, mais dont on voit à la fois à quel point elles s'éloignent ou elles peuvent s'opposer à ce qu'on voit à Montreuil. Et en même temps, on verra qu'il y a aussi des points de connivence qui sont en fait assez stratégiques et importants à regarder. Alors, 3 remarques simplement pour comprendre le contexte dans lequel se dessine non pas un durcissement du conflit, parce qu'on l'a dit, il n'y a pas vraiment eu d'affrontement, mais bien plutôt, en fait, dans ce chaudron, ce qu'on va voir, c'est un accord à l'amiable. Et le à l'amiable n'est pas non plus innocent, puisqu'il y a beaucoup cette idée que, bon, ce sont des amis, voilà, on fait des accolades, voilà, c'était avant le Covid, hein, et en fait, le registre de l'amitié, c'est un point que je n'ai pas encore assez creusé, mais en tout cas, l'idée, c'est que ça fonctionne par interconnaissance et par capital social, on y reviendra, donc voilà, qui permet de diluer en fait ces oppositions. Alors, 3 remarques pour comprendre ce contexte. Le premier, c'est que donc, depuis 10-15 ans, le mouvement écologiste, je l'ai dit, a considérablement étoffé la palette des innovations sociales, des alternatives devant équiper une société écologique. L'enjeu pour le mouvement écologiste était de montrer par l'exemple réalisé, hein, on a parlé également d'utopie concrète, on peut parler d'utopie réelle, pour faire un clin d'œil à Eric Olin Wright qui nous a quittés il y a pas si longtemps, dont le travail en fait est très utile pour penser tout ça, hein. Peut-être qu'on en parlera le 9 avril. Donc l'enjeu, c'est de montrer par exemple réalisé non seulement qu'un autre monde est possible, mais qu'il est désirable, hein. Et donc ces alternatives étaient guidées par une logique d'exemplarité qui portait à mettre en avant le fait d'être pour tout un ensemble d'autres manières de vivre, de cultiver, de commercer, d'éduquer, d'habiter, hein. Et donc ça, c'est la composante positive de la critique qui rencontrait un certain engouement dans le mouvement écologiste juste voilà, entre 2005 et fin des années 2010 ou 2015, au détriment souvent de la composante négative de la critique qui porte, elle, à être contre quoi? Contre tout ce qui empêche le pour, c'est-à-dire l'alternative, de s'étendre. Alors, si je précise cela, c'est qu'il me semble raisonnable de penser que cette orientation, cette philosophie un peu de l'exemplarité, cette dimension positive des alternatives écologistes, et la mise en sourdine de la critique plutôt sociale, négative, et la contestation, tout ça facilite, en tout cas n'entrave pas, ou ne complique pas, l'appropriation de ces alternatives écologistes par le monde de l'entreprise, au prix, certes, on verra, d'un travail de recalibrage, de reparamétrage, de repackaging.
Et donc, c'est la deuxième remarque, ce monde de l'entreprise, c'est lui aussi, depuis 10-15 ans, fortement emparé de la question environnementale. Et pour ce faire, il ne s'est pas inscrit contre les écologistes, mais bien tout contre eux. Proche d'eux, en s'imprégnant d'eux, ou pour s'imprégner d'eux. Et donc, on voit qu'il est important de travailler sur les interdépendances entre le mouvement écologique et le champ économique, ce qu'avait déjà fait dans un article important il y a quelque temps Tim Barclay, sur la question des forêts, des fondations, bref, et des labels, etc. Alors, troisième remarque, préciser qu'en France, l'enjeu écologique, depuis plus de 20 ans, a été construit comme un enjeu globalement consensuel, fédérateur, et supposé transcender les partitions idéologiques et politiques traditionnelles. Donc ce contexte qui contraste avec les confrontations que l'on connaît en Amérique du Nord notamment, ce contexte se révèle propice à l'étude des mobilisations conservatrices drapées de progressisme. Et donc, on en arrive ici un petit peu à la première enquête, finalement, où ce que j'observe, c'est comment le carrefour des possibles est pondéré. Ah oui, d'ailleurs, le mot carrefour, vous voyez qu'il est quand même pas mal à la mode. Vous avez peut-être soulevé un carrefour d'innovation, j'avais mis ça parce que je trouve que dans le carrefour des possibles, il y a le carrefour des alternatives, le carrefour des innovations, hein, c'est le dédoublement du carrefour. Hein. Bon. Et donc, ce dédoublement, en fait, il n'est pas étanche, il n'y a pas d'étanchéité qui est créée, mais il y a bien justement de la perméabilisation, de la fluidification. Hein. Et donc, c'est ce que j'observe quand je me situe donc, du côté de cette frange un peu dominante socialement, mais aussi médiatiquement et politiquement, du mouvement écologiste, assez proche d'ailleurs d'Europe Écologie Les Verts, assez proche des makers, voilà. On va décrire un peu sociologiquement tout ça et on va voir comment s'opère, ou ces acteurs-là, en fait, travaillent à pondérer ce carrefour des possibles. Donc, à l'équilibrer, à y associer des forces idéologiques, politiques contraires. Donc, en fait, c'est donc un travail de fluidification des transactions entre le champ économique et le mouvement écologiste que l'on peut analyser à l'aide d'une sociologie de l'intermédiation, d'une sociologie des intermédiaires qui s'est fortement développée en France depuis 10-15 ans, notamment grâce aux travaux des collègues de sociologie de la culture. Et je trouve, plus j'avance dans ces questions-là, plus je trouve que la sociologie de la culture, des pratiques culturelles, des mondes culturels est utile pour penser ce qui se joue sur le terrain de l'écologie, en fait. Et il se trouve que moi-même, je viens en fait au départ plutôt de la sociologie des problèmes publics, des médias et de la culture, donc je peux bien faire le lien. Et donc, cette sociologie des intermédiaires, qui est aussi une sociologie de qu'est-ce qui se passe sur les frontières, qui régule les frontières, comment se font les passages de frontières, etc. Bon. C'est tout ça, en fait, en tout cas, c'est cet arsenal théorique qui m'est utile aussi pour penser cette pondération. Alors, avec aussi le constat qui a été bien mis au jour par Anne Bory, des travaux aussi de personnes que vous avez entendues, Maude Simonet, de personnes que vous connaissez, Sylvain Lefebvre, tout un tas de travaux sur la philanthropie, le travail gratuit et bénévole, ou sur le bénévolat d'entreprise, qui en fait montrent qu'il y a eu une forme de structuration, d'institutionnalisation de métiers, de professions au sein du monde de l'entreprise, dont la finalité était justement de mettre en relation le monde de l'entreprise avec le monde associatif, en l'occurrence le mouvement écologique, et en l'occurrence c'est tous les postes en charge de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Alors, ce n'est pas sur ça que j'ai travaillé, prioritairement, parce que je me suis en fait aperçu que ces acteurs de la pondération, de la mise en relation du monde de l'entreprise avec le mouvement écologique, ils se situaient aussi du côté des écologistes. Et c'est plutôt ça que j'ai voulu aller voir, puisque j'avais affaire à des gens qui à la fois étaient proches des écologistes qu'on pourrait qualifier les plus transformateurs, les plus radicaux, les plus éloignés du monde de l'entreprise, et en même temps très proches du monde de l'entreprise. Et je me demandais comment, comment ces gens-là arrivaient à tenir les deux bouts, à avoir un pied dans la critique du capitalisme, la critique écologique du capitalisme, et un autre pied dans le capitalisme, en tout cas dans le capitalisme vert, et j'y reviendrai. Alors,
Il y a bien sûr, on le sait, au sein des ONG environnementales les plus importantes, des relations très proches, très étroites avec le monde de l'entreprise et justement ces professionnels de la RSE. Ce n'est pas là-dessus que j'ai travaillé pour l'instant, même si j'entends le faire. Voilà, j'ai des entretiens que je dois analyser, mais ce que j'ai vu apparaître, notamment en 2015, mais je l'avais déjà un peu vu avant, puis je continue de le voir, ce sont des interfaces. Des interfaces, des lieux neutres, pour reprendre ce concept que Luc Boltanski et Pierre Bourdieu ont développé dans cet article important de 1976, La production de l'idéologie dominante, et qui est un article qui étudie déjà comment des élites modernisatrices font advenir le changement qu'elles désirent en le présentant comme nécessaire. Bon. Et donc cet article qui aussi plane un petit peu, qui est un peu une ombre théorique au-dessus de mon propos aujourd'hui, des lieux neutres où s'élaborent donc des nouvelles économies du capitalisme vert. Et ces nouvelles économies du capitalisme vert, elles sont particulièrement syncrétiques, c'est-à-dire qu'elles elles vont puiser à la fois dans des alternatives écologistes vraiment éloignées du capitalisme, et à la fois dans les innovations pré-capitalistes. Quelques exemples, vous pourrez peut-être regarder plus tranquillement, je vois que le temps file, et donc j'ai pas trop le temps de m'y attarder, mais donc il y a le réseau Engage, l'Institut des futurs souhaitables, qui se présente comme une école de la réinvention. Voilà, avec ici, là, vous voyez, se projeter dans le futur pour mieux l'anticiper, gouvernance participative, disruption numérique, neurosciences, résilience territoriale, data visualisation, permaéconomie, open démocratie, biomimétisme, nouvelles utopies managériales, etc. On voit là, ça c'est le produit de la pondération, ces axes-là. Il y a également j'ai oublié de vous le mettre. Il y a aussi le campus de la transition. Le campus de la transition qui a été fondé en 2018 par Cécile Renoir, qui est quelqu'un d'assez connu dans le milieu de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui est prof à l'ESSEC, prof à Sciences Po Paris. Et on retrouve en fait les mêmes enjeux, les mêmes perspectives, les mêmes objectifs. Et donc tous ces gens-là, en fait, les gens d'Engage, les gens de l'Institut du futur souhaitable, les gens du campus de la transition et tout un tas d'autres, ils étaient un peu au cœur de cette mobilisation que j'ai étudiée, Place to Be, mobilisation donc, qui a eu lieu pendant la COP 21, avec cette idée toujours de fédérer. Vous voyez, ces schémas-là ici, ou celui-là ici, il y a toujours cette idée de réseau, de mise en réseau, de lien, on parle de community building, fédéré, etc. Alors là, vous voyez d'ailleurs, c'est un colibri, ça fait un clin d'œil au mouvement célèbre des colibris de Pierre Rabhi, qui est aussi une des figures de l'écologie en France. Bon. Et alors, alors là, c'est Place to Be, quelques photos de l'ethnographie. Donc là, vous avez le Nicolas Hulot, qui 2 ans après sera ministre de l'Environnement du président Macron. Là, donc, c'est ce qu'ils appelaient la Creative Factory, qui s'inspire des makers. Là, vous avez, alors ce qui est intéressant, c'était une session où vous avez ici, à gauche, tout à gauche, les bras croisés, debout, les bras croisés, une des figures de la décroissance en France et en Europe, une des têtes pensantes du mouvement de la décroissance. Et je trouvais, voilà, l'idée un petit peu d'interface, c'est que ce lieu, Place to Be, c'est l'interface entre la décroissance et puis Orange, la Fondation Schneider, Ben & Jerry, bon, donc des gens qui sont pas, enfin des acteurs qui ne sont pas tout à fait pro-décroissance. Alors, l'idée d'ailleurs, c'est que justement, ce qui est valorisé dans ces lieux, c'est de brouiller les frontières. C'est ça qui est innovant. Il faut décloisonner, faire se rencontrer des gens qui ne se rencontreraient jamais si on ne les mettait pas en relation. Donc c'est vraiment la centralité du rôle du capital social, la centralité du capital social des interconnaissances dans ces lieux carrefours. Qui ces lieux réunissent-ils? Voilà. On l'a dit, des représentants du capitalisme vert. Alors, le capitalisme vert, on peut le définir comme des initiatives devant dépolluer les activités économiques ou qui développent des offres définies comme des solutions environnementales par les grandes firmes. Et alors, les représentants du capitalisme vert, ils vont être présentés comme des emblèmes ou des exemples dans ces lieux. Et puis, on y voit aussi des représentants du mouvement écologiste, y compris
ses protagonistes les plus radicaux. Par exemple, à Place to Be, il y avait des habitants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui a été un haut lieu de la lutte environnementale ces dernières années. Il y avait Naomi Klein, qu'on ne présente plus, Vandana Shiva, pareil, qu'on ne présente plus, Andrew Boyd, qui est aussi un militant créatif. Et donc, là, pour le coup, les représentants du mouvement écologiste sont plutôt présentés comme des exceptions, hein, et dont on va mettre en avant, en fait, bon, outre leur notoriété, les aspects créatifs ou ludiques de leur répertoire d'action. Mais leur présence est aussi évocatrice d'une appétence sincère pour la critique écologique dans ces lieux-là. Et alors, ces gens-là, comment ils sont réunis? Ils sont réunis, ils sont mis en fait en coprésence plus que mis en relation. En fait, on voit une alternance de paroles contraires sur le registre, le modèle délibératif. Donc, alternance de paroles contraires comme modalité concrète du syncrétisme. Donc, c'est le registre de la délibération et pas celui du désaccord qui met en avant. Il y a vraiment voilà, c'est très net, les modalités légitimes de l'expression du désaccord, elles peuvent être. Le désaccord peut s'exprimer sur le registre de la délibération, mais absolument pas sur celui de la conflictualité. Et d'ailleurs, donc il y a tout un travail pour diluer un petit peu la critique éthologique qui se retrouve en fait parsemée, clairsemée dans ces espaces, puisque ces acteurs du mouvement écologiste sont personnalisés, sont séparés les uns des autres, hein, et surtout ils sont détachés des mouvements qu'ils portent, hein, ou des critiques qu'ils portent. Donc ça, c'est assez frappant de voir comment ça s'organise dans l'organisation des tables rondes, dans quel moment ils interviennent dans les ateliers. Voilà. Bon. Donc il y a tout un travail déjà comme ça de dilution, hein, au milieu de tout un tas d'innovations plutôt relevant des makers ou du journalisme de solutions ou de l'entrepreneuriat social, etc. Bon, on a un point de vue, je sais pas, de Naomi Klein, un point de vue critique, quoi. Donc il y a une logique de dilution qui se double d'une logique de dépoussiérage. C'est l'idée que la critique doit être celle-ci. Ça revient souvent, il faut que ce soit fun, il faut que ce soit celle-ci. Et alors, je trouve quelque chose illustrateur de ça, c'était lors d'un atelier intitulé Dismantling the Buying Imperative, donc de critique du consumérisme, dans lequel la tête de pont de la décroissance est intervenue. Ça a donné lieu à la réalisation de ce type d'affiche critique, dont les propos sont assez forts sur le fond, mais ce fond contraste avec le fait que ces énoncés sont exposés sur du papier glacé. Donc là, il y a un travail sur la forme, plus que sur le fond, qui vient en fait atténuer la tonalité contestatrice de ces énoncés. Et on voit d'ailleurs que le problème, c'est pas la richesse, mais bien l'excès de richesse. Voilà. Donc, ce que j'observe, c'est une grammaire de la pondération qui correspond à un langage politique non marqué politiquement, hein, dont Bourdieu notait, je le cite, qu'il se caractérise par une rhétorique de l'impartialité, marquée par les effets de symétrie, d'équilibre, de juste milieu, et soutenue par un ethos de la bienséance et de la décence, attesté par l'évitement des formes les plus violentes de la polémique, par la discrétion, le respect affiché de l'adversaire, bref, tout ce qui manifeste la dénudation de la lutte politique en tant que lutte. Et ça, c'est très frappant dans ces interfaces où s'opère ce travail de pondération. Donc, on a là affaire à un travail de frontière, boundary work, qui est en fait surtout un travail sur la frontière. L'idée, c'est d'équilibrer des points de vue pour assurer leur pluralité, tout en les épurant de leur excès. Il ne faut pas que ce soit trop radical, ou il ne faut pas que ce soit un radicalisme inflexible et raide du côté militant. Il ne faut pas non plus que ce soit du greenwashing dégueulasse, pour prendre une expression d'une enquêtée, du côté du champ économique. Donc on pourrait avoir l'impression d'un entre-deux, d'une troisième voie, d'une ligne de crête comme ça, créée un peu ex nihilo. En fait, ce que l'on observe, hein, c'est plutôt, non pas un entre-deux, mais un espace à cheval sur les deux univers, pour justement faciliter et réguler ces passages de frontières. Avec du coup le fait que ces
ces trajectoires d'hybridation, on voit que en fait, elles sont quand même travaillées par des rapports de force et qu'il faut sans doute davantage parler de neutralisation, de logique de déconflictualisation, qui consiste à et ce qu'on observe, c'est comment la critique est désarmée tout en étant appropriée. Donc il y a une asymétrie quand même de cette pondération qui penche plus du côté, plus en faveur du champ économique, d'autant que les acteurs de cette pondération, ces militants écolos du mouvement écologiste réformateur, pondérateur, avec cet ethos-là, en fait, quand on regarde leur trajectoire et leur position, on voit qu'ils sont beaucoup plus proches quand même du champ économique. Et d'ailleurs, souvent, ils viennent du monde de l'entreprise, où ils ont été un peu excédés, voire écœurés par certaines choses, ils ne se retrouvaient plus, et donc ils en sont sortis. Mais ils en sont sortis partiellement, pas complètement. Alors justement, ça permet de répondre là à la question comment est-ce qu'on en vient à s'engager dans ces espaces carrefours. Qu'est-ce que ça signifie sociologiquement de s'engager dans ces lieux neutres, dans ces lieux de pondération. Parce que donc, il s'agit de faire un pas de côté pour mettre un pied dans la critique écologique, tout en maintenant l'autre pied dans le jeu capitaliste. Et donc, comment rendre compte de cette position en porte-à-faux? Comment en interrogeant ce décalage, justement, à l'égard de l'institué, de l'ordre social capitaliste, tout en interrogeant ce qui limite l'ampleur de ce décalage. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sortent, pourquoi ils se mettent en porte-à-faux alors qu'ils occupent des positions privilégiées, qui sont attachées à l'esprit du capitalisme, en tout cas beaucoup plus que les écologistes habituellement étudiés par la littérature. Et en même temps, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas plus loin, dans la mesure où ils affichent volontiers une conscience aiguë des désastres environnementaux. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ils vont réaménager en profondeur leurs activités professionnelles, ce qui n'est pas rien, en veillant à ne pas trop réduire les salaires, parce que rares sont les enquêtés dans ces milieux-là, prêts à renverser tout ce qui leur permet de se sentir justifiés d'exister. Donc, c'est du coup comme ça qu'ils sont amenés, en fait, finalement, à parfaire leur art de la pondération. Alors, qui sont ces intermédiaires? Bon, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails, je vois que ça fait déjà 40 minutes que je parle, mais simplement dire qu'ils évoluent principalement dans le journalisme, la communication, l'événementiel, les relations publiques, l'économie sociale et solidaire, l'entrepreneuriat social et éthique, les arts plastiques ou le graphique, l'architecture, la photographie, le design, ou, je l'ai dit, peut-être le conseil en développement durable, en finance verte, typiquement, là, Jean, qui est en fait le fils de deux cadres intermédiaires de chez L'Oréal, donc plutôt petite catégorie intermédiaire du privé, qui va faire une école, qui va, après avoir un parcours scolaire un peu laborieux, notamment au lycée, parvient quand même à faire une école d'ingénieur, puis un double cursus avec un master en commerce dans le sud-est de la France. Et très vite, en fait, dès 23 ans, il monte pas mal d'associations, donc il développe quand même des dispositions entrepreneuriales assez rapidement. Et il va monter en 2013 sa petite entreprise, Equicop. Voilà. Et donc, on a affaire à des gens qui vont qui vont devenir de petits entrepreneurs associatifs, petits entrepreneurs d'agence, souvent, ou des freelances à adosser à une coopérative. Donc, en fait, des statuts, des métiers qui favorisent en fait l'expression de leur ethos pondérateur en leur permettant, je l'ai souligné en rouge, de naviguer. J'aimais bien le terme de cet enquêté. Ils naviguent entre, entre le for profit et le non-profit, et toujours en faisant valoir ce goût de la synthèse, de la symbiose, quoi. Donc voilà un petit peu l'esprit de ces intermédiaires, leur trajectoire. Et le fait surtout ce qui les caractérise, c'est qu'ils se positionnent dans l'espace social à l'intersection de la haute et de la petite bourgeoisie, mais aussi à l'interface de la bourgeoisie économique et de la bourgeoisie culturelle. Donc à la fois au croisement, vraiment, au carrefour des différentes bourgeoisies, hautes, petites, économiques et culturelles. Et donc, ils ont des visions aussi du changement qui sont ajustées à ces positions. Dans des visions du changement caractérisées par la pondération, mais aussi, alors il faut aussi avoir en tête que c'est des gens qui ont de faibles socialisations militantes, même s'ils sont attachés à des valeurs progressistes, ayant plutôt des parents plutôt sympathisants du Parti socialiste, par exemple. Bon. Alors, ce que je suis en train de faire là, c'est finalement une sociologie du capitalisme vert. En tout cas,
d'essayer de documenter le substrat social de l'endogénéisation par l'ordre social capitaliste, de la critique écologiste, qui cumule finalement la critique artiste, l'écologie comme réenchantement du monde, c'est un schème assez présent dans les ZAD par exemple, mais aussi la critique sociale, le CF, tout ce qu'il y a autour de l'environnemental justice et de l'injustice écologique. Bon. Parce que bon, si Boltanski et Schiapello ont souligné avec force la robustesse du capitalisme reposait sur sa plasticité, sa souplesse, notamment éthique, ce qui lui permet d'épouser la critique pour la désarmer, eh bien, leur ouvrage en fait s'appuie surtout sur des écrits, sur des textes de management à destination des cadres. Leur ouvrage finalement donnait peu à voir ces artisans, les artisans de ces processus qui pourtant ne se déroulent pas dans un vide social. Donc l'idée, c'est d'essayer de montrer la neutralisation des oppositions, des antagonismes en train de se faire. Voilà. Si on revient ici, on voit que COP21, le monde de l'entreprise, ce qui met en avant, c'est le monde culturel finalement. L'œuvre artistique, les œuvres artistiques, les concerts, les projections, il y a quelque chose qui se joue dans l'intermédiation entre le monde de l'entreprise et le mouvement écologiste au niveau des acteurs culturels qui sont très fréquemment sollicités. Par exemple, il y aurait une enquête à faire, peut-être que je l'amènerai, sur le rôle des philosophes, d'écrivains ou de journalistes célèbres dans les tractations relativement feutrées entre des acteurs, des décideurs économiques et le mouvement écologique. Je pense à des gens comme Baptiste Morisot, Dominique Bourg, Vinciane Després, Alain Damasio. Il y en a beaucoup d'autres. Évidemment, tous les acteurs là, dont je vous parle là. Mais on peut aussi penser à l'éditeur Actes Sud, qui est donc dirigé par Madame Nyssen, l'ancienne ministre de la Culture de Macron, du président Macron, et qui joue aussi un rôle d'intermédiaire entre les élites écologistes, jugées radicales, et celles réputées plus réformatrices. Les femmes ne sont pas tout le temps la même chose, mais je n'ai pas le temps d'y revenir. Alors, bon, ce qui est troublant ou étonnant, et que je cherche à travailler à travers cette présentation, c'est que l'enquête en population générale montre que les rapports bourgeois à l'enjeu écologique sont également structurés par cet ethos pondérateur. C'est-à-dire que quand on étudie les rapports bourgeois à l'enjeu écologique, on observe aussi l'expression d'une forte critique des ZC. Et c'est d'ailleurs ce positionnement à l'égard de cette critique des ZC qui va différencier un petit peu les fractions économiques et culturelles de la bourgeoisie dans leur rapport à l'écologie, finalement plus que leur penchant pour le pôle alternatif ou le pôle innovation environnementale. Pardon. Alors, il faudrait là que je prenne le temps, mais je n'ai pas vraiment le temps pour ça, de définir ce que j'entends par rapport, non pas à l'écologie, mais à l'enjeu écologique. Alors, volontairement, j'entends rien de trop précis. L'idée, c'est de vraiment, dans une démarche inductive, examiner comment les enquêtés eux-mêmes conçoivent l'enjeu écologique, c'est-à-dire les problèmes environnementaux, leurs causes, leurs conséquences, leurs solutions, et comment donc ils associent cet enjeu écologique à telle ou telle dimension de leur vie. Et un autre résultat, c'est que en fait, l'enjeu écologique structure finalement assez peu les modes de vie et les visions du monde des enquêtés. C'est pourquoi il ne fait pas vraiment sens de vouloir trop spécifier quelle approche de l'écologie nos enquêtés privilégient. Il faut délaisser un peu la tentation positiviste de vouloir décrire très précisément quel courant de l'écologie ou quel type d'innovation environnementale ils apprécient le plus ou le moins, même si, on le verra, il y a des liens, enfin, que le pôle toilette sèche est plutôt prisé par la bourgeoisie culturelle que par la bourgeoisie économique et inversement pour les innovations environnementales, même si, et c'est là qu'on déchante un peu, même si on peut s'interroger sur un potentiel embourgeoisement de la toilette sèche, puisque en recherchant des images, j'ai été surpris de voir l'évolution de cette innovation environnementale, de cette alternative qui peut coûter très cher. Assez frappé par le prix de la toilette papillon. Bon voilà, je referme le clin d'œil et la parenthèse. Mais bon, c'est pour montrer que ce n'est pas si net. Simplement, quand même, et je nuance un peu ce que je viens de dire, c'est que ces rapports à l'enjeu écologique, ils ne se forment pas non plus en apesanteur du monde social, ils ne sont pas dégagés des logiques de domination, et il y a bien un cadrage dominant de l'enjeu écologique, qui est celui de l'écologisation des modes de vie. C'est le cadrage le plus récurrent dans la plupart des arènes publiques. Et dans l'ouvrage Prolongeons ma thèse que j'ai publié en 2015, que je vous montre ici, la question climatique, je fais un peu de promo, mais j'ai oublié de mettre la référence en fait.
eh bien, j'ai montré quels étaient les ressorts structurels de l'individualisation de ce problème collectif. Et j'ai également montré que cette moralisation de cet enjeu politique génère un paradoxe social, puisque ce sont les classes sociales, les classes qui polluent le plus, qui obtiennent finalement le plus de profit symbolique de cette responsabilisation des conduites individuelles et privées, sommées de prendre en charge les problèmes collectifs et publics. Autrement dit, les classes sociales dont les modes de vie sont les moins nocifs pour la planète et qui sont les plus vulnérables face aux dégradations environnementales sont aussi celles qui négocient le moins facilement cette injonction morale à l'écologisation, à la civilisation verte, au sens des civilisations au sens d'Elias, du style de vie. Et donc, du coup, d'ailleurs, ce que je montrais, c'est que ce qui distingue les rapports populaires des rapports bourgeois à l'enjeu écologique, c'est que la prégnance du thème de l'écologisation du mode de vie est nette dans les rapports bourgeois, alors qu'elle est très limitée dans les rapports populaires à l'enjeu écologique. C'est donc bien dans les classes dominantes que l'enjeu écologique est dépolitisé. Et donc, depuis 2015, j'ai souhaité affiner ce premier niveau d'analyse entre classes sociales, qui était un niveau d'analyse un peu grossier et approximatif, mais qui était une première porte d'entrée, pour observer ce qui se joue cette fois au niveau des fractions de classe. Et donc là, on voit apparaître d'autres facettes de la dépolitisation, et c'est de celle-là d'ailleurs dont je vous parle finalement aujourd'hui. Alors ici, il est aussi question d'un affrontement avorté, puisque l'intégration des préoccupations écologiques dans les manières d'organiser sa vie peut conduire à déprécier les conduites ostentatoires et énergivores, qui viendraient d'ailleurs annuler les bienfaits des pratiques dites éco-vertueuses. Autrement dit, la valorisation des enjeux écologiques pourrait entraîner une démonétisation des dispositions consuméristes, dont on va voir qu'elles sont fortes au niveau des fractions de la bourgeoisie économique. Donc, ce qui est en jeu là, finalement, c'est une redéfinition verdoyante de la légitimité des styles de vie, de la hiérarchie des styles de vie. Et la hiérarchie des styles de vie, c'est quoi? C'est une dimension aussi importante des rapports de classe. Donc, c'est pour ça que le verdissement des styles de vie dominants pourrait apparaître comme un autre terrain d'affrontement, peut-être plus latent, plus diffus, entre différentes composantes de la bourgeoisie. D'autant que les styles de vie sont des supports féconds d'expression de jugement, d'évaluation, de goût, de morale, de classement, de préférence, bref, de positionnement aussi à l'égard des autres. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Bon, d'abord, des logiques communes, quelles que soient les fractions de la bourgeoisie, c'est-à-dire que le rapport à l'enjeu écologique, il est marqué par une forte estime de soi, un fort sentiment de responsabilité personnelle et une adhésion à l'idéologie soutenant que les comportements individuels peuvent changer le cours collectif des choses, si bien qu'ils sont une solution à la crise environnementale. J'y reviendrai parce que sans doute que parmi vous, beaucoup adhèrent à cette doxa, puisque c'est une des idées reçues les mieux reçues. Les idées reçues étant les idées les mieux reçues, par les individus fortement dotés en capitaux culturels dès lors qu'on parle d'environnement. Alors, je laisse ce point à la discussion, en rappelant toutefois que l'étude des rapports à l'enjeu écologique des classes populaires, je le disais, se caractérise par une critique de cette idéologie qu'ils perçoivent comme une posture morale prétentieuse, une morale de classe prétentieuse. Donc, à partir du moment où on est en haut de l'échelle sociale, forte estime de soi, du coup, l'individu doit faire sa part, et ça a du poids, et c'est comme ça qu'on va changer les choses. Également, les motifs de la pratique, de l'organisation du mode de vie, ils sont pluriels. Et cette pluralité est mise en avant. Et surtout, dernier point important, pour comprendre ce que je vais expliquer dans la foulée, c'est que on a affaire à des enquêtés qui ont une diversité de pratiques. En termes de déplacement, ils vont se déplacer beaucoup et de façon diversifiée, c'est-à-dire des petits déplacements, des longs déplacements en train, déplacements en avion, déplacements en voiture. Voilà. L'espace des possibles pratiques est assez vaste, assez étoffé, et ce qui permet en fait des logiques de compensation, le fait de verdir son mode de vie ici ou là, sans avoir à réviser la trame générale de ce mode de vie. Et donc, c'est des choses que j'avais déjà montrées dans le bouquin. Voilà, j'ai refait ma maison aux dernières normes environnementales, mais je roule en SUV. Donc, c'est un peu une composante sociologique de l'effet rebond. Donc, c'est des choses qu'on retrouve quelles que soient les fractions des classes dominantes. Maintenant, ce qui différencie les fractions en tout cas économiques et bourgeoises, c'est que du côté des fractions économiques, l'enjeu il consiste à moraliser des dispositions consuméristes
Euh, Ce qui est facilité par tout un tas de politiques publiques en France, des prêts à taux zéro, des crédits d'impôt dans des dispositifs fiscaux, des dispositifs de labeling, des labels, des étiquetages des équipements électroménagers, par exemple, avec toujours la mise en avant des bons comportements et la mise en sourdine des mauvais comportements. Une exception, d'ailleurs, qui a rendu ça à nouveau encore visible il y a peu de temps, je crois que c'était en 2019, c'est le mouvement qui est parti de Suède, dont vous avez peut-être pris connaissance, s'appelle Flygskam, ce terme inventé par les Suédois pour désigner la honte de prendre l'avion. Et ce mouvement a eu un écho international non négligeable, y compris en France. Et on voyait là que tout d'un coup, en fait, on pouvait aussi déprécier, démonétiser des comportements socialement valorisés, mais écologiquement insoutenables, ce qui est rarement fait. Donc, du coup, il y a bien un contexte favorable à la moralisation des dispositions consuméristes. Ce contexte donc, valorise les innovations du versant voiture hybride, hein, plus que les innovations du versant alternatif. C'est-à-dire qu'à ma connaissance, il n'y a pas de crédit d'impôt encore pour les toilettes sèches. Peut-être que je me trompe, mais voilà. Ça va peut-être venir avec cet embourgeoisement supposé, visible, où il faudrait creuser de la toilette sèche. Donc, ce qu'il faut voir, je vais essayer d'aller à l'essentiel, c'est que les fractions économiques font valoir une gestion assouplie des entorses aux règles écologiques de la conduite du mode de vie. C'est par exemple un enquêté qui est cadre dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui est très bien servi, 5 000 €, 500 net par mois, 20 000 € de prime, qui ont une trajectoire ascendante. Ce qui est intéressant, c'est dans l'entretien, en fait, on voit qu'il est en train, il a 32 ans, il est à Paris depuis quelques années, mais il a plutôt fait ses études en province, et on voit qu'il est en train d'élaborer, en fait, de s'élaborer son mode de vie légitime. Il rencontre l'éco-citoyennisme, ces injonctions à écologiser le mode de vie via des lectures sur le semi-marathon auquel il se prépare, où il va chercher des conseils en fait, santé, d'hygiène, etc. Donc il va se mettre au bio, mais bon, en même temps, il dit le week-end, je vais me faire un gros burger dégueu et ça ne me dérange pas du tout, tu vois. Donc, il y a ce rapport à la règle, à la norme, que ces mêmes classes dominantes éditent, donc on voit avec lequel elles sont un rapport relativiste, ce que Boltanski, dans De la critique, déjà avait un peu travaillé et montré aussi. Donc, du coup, ce qu'on voit apparaître, c'est que bon, ok pour verdir, mais pas de façon excessive, quoi. Faut pas être, encore une fois, faut pas être sectaire, faut pas être raide, faut pas être dogmatique sur ces questions-là. Et du coup, ces mêmes membres de la bourgeoisie économique vont valoriser à nouveau le pragmatisme des lectures syncrétiques de l'enjeu écologique. Alors, je vais peut-être pas tout lire là, mais simplement, l'idée, c'est que, on peut lire la fin, je crois qu'il faut continuer dans ce sens-là, Paris pourrait être beaucoup mieux, on ne peut pas opposer l'économie et la qualité de la vie, tout ça doit aller ensemble. Voilà, et donc là, en fait, on a Claude, 62 ans, qui est un cadre supérieur dans les fraudes bancaires, plutôt à droite, qui vote plutôt à droite, mais bon, qui dit que la solution se situe peut-être au milieu de la Manche. Il est en fait pour le pluralisme des idées et des approches. Et donc, on voit là que les contradictions qui émaillent leurs propos, en fait, qui émaillent les propos de ces enquêtés, en fait, elles apparaissent comme une richesse, hein, comme un attribut positif, symbole de curiosité, de goût pour la complexité des choses. C'est ça vraiment qui apparaît. Alors, bon, dans les fractions économiques, le consumérisme va de soi, il ne se questionne pas prioritairement, il n'est pas l'objet d'un travail réflexif, simplement il est moralisé, et ce qui fait vraiment l'objet d'une réflexion, de questions, c'est plutôt l'écologisation du mode de vie. Inversement, dans les fractions culturelles, l'écologisation, on va le voir, va de soi, finalement. Hein, ne se questionne pas. Le travail réflexif, il est plutôt, en fait, autour des dispositions consuméristes. C'est plutôt ça qui est discuté, avec un rapport plus tendu et moins assoupli aux entorses à la règle. Donc là, l'idée, du côté des fractions culturelles, c'est, en fait, il faut... Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit des gens qui cherchent à tenir leur rang, mais ni plus ni moins. C'est-à-dire, ils ne cherchent pas à avoir plus, mais ils ne veulent pas non plus avoir moins. Parce que
ce qui est intéressant dans les fractions culturelles, alors on voit de plus fortes variations en fonction des politisations, des socialisations politiques des enquêtés. C'est dans cette région-là du monde social que les postures critiques et engagées sont les plus fréquentes, même si elles y demeurent relativement rares. Hein, et c'est cette rareté aussi qu'il faut expliquer. C'est-à-dire comment expliquer que les enquêtés qui se situent en haut et à gauche de l'espace social ne se saisissent pas plus de la question écologique pour politiser leur vision du monde, et notamment leur rapport aux franges économiques des classes bourgeoises. Comment comprendre qu'ils ne se saisissent pas davantage de l'enjeu écologique pour renchérir, pour valoriser leur mode de vie et disqualifier celui de leurs voisins sociaux, les bourgeoisies économiques. Donc, ce qu'on observe d'abord, c'est un faible investissement dans des stratégies d'ascension ou de distinction sociale. Ces enquêtés se montrent assez peu préoccupés par la valorisation de leur mode de vie. En revanche, ils se soucient de maintenir le niveau de leur intégration sociale et leur niveau de vie. Et donc, bon, ils ne vont pas vraiment goûter aux bifurcations descendantes qui sont valorisées médiatiquement. Hein, tous ces traders qui sont devenus charpentiers, ces cadres d'entreprise qui sont devenus bergers. Bon, on a des récits médiatiques récurrents là-dessus, encore plus avec le Covid. Ils sont étudiés par une thèse qui se termine de ma collègue Anne de Rugy, et elle montre bien que c'est très minoritaire. Donc, on a plutôt des gens qui tiennent leur rang, ni plus ni moins. Par ailleurs, on a des fractions culturelles qui, sans pour autant les assumer, concèdent des écarts et admettent qu'ils ne sont pas irréprochables. Donc, qui déploient un prisme moral qui tend à expliquer pourquoi ils ne s'autorisent pas à faire la morale. Ils sont plutôt enclins à saluer les efforts opérés au sein des régions voisines de la bourgeoisie économique. Donc là, on a un exemple de Gilda qui dit, voilà, bon, je vais éviter de trop consommer, il me semble que consommer des produits ne soit pas une source de bonheur, il faut vivre plus simplement, mais voilà, j'évolue dans un environnement riche, j'utilise beaucoup de transport et de moyens de consommation, je ne suis pas prêt à tirer un trait sur quelque chose qui m'exclurait de la société dans laquelle je vis, idéalement j'aimerais avoir un petit lopin de terre, et vivre plus ou moins indépendant, mais c'est idéaliste. Voilà. C'est pas raisonnable selon lui, c'est pas possible en tout cas. Où on a aussi, pour finir, Sylvie, qui... je regarde... Désolé, je suis un peu long, qui est donc une ergothérapeute à la retraite. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, là, elle dit, on a 2 voitures, ça nous permet d'être indépendant avec son mari et pouvoir, comme ça, entretenir plus facilement la vie sociale, hein, c'est ça qui est important. Et elle dit, on doit gérer entre nos désirs et nos moyens, trouver l'équilibre entre nos désirs et nos moyens de manière raisonnable. J'aimerais bien voyager dans le monde entier en permanence. Non, il faut choisir, mais bon, ça fait partie de la vie. Donc cette idée, voilà, là encore, d'un équilibre, d'une pondération. Donc Sylvie, elle est ergothérapeute, elle se dit un petit peu écolo sur les bords, elle fait de l'apiculture, donc elle a des ressources pour faire valoir son écologisme, mais on voit que elle ne met pas plus en avant que ça. Et donc on a un rapport ambivalent là, des fractions culturelles à l'égard des styles de vie socialement valorisés. Ce qui explique aussi pourquoi toutes les données économétriques montrent que même les personnes les plus investies dans l'enjeu écologique, à partir du moment où elles ont un niveau de ressources économiques élevé, en fait, elles continuent à émettre plus que des personnes qui finalement sont désinvesties de l'enjeu écologique, mais qui ont peu de ressources. Ça, c'est un point sur lequel on pourra revenir aussi si vous le souhaitez. Ce que l'on voit donc, c'est qu'il y a des différences entre les fractions économiques et culturelles de la bourgeoisie. Leurs systèmes de goût ne sont pas totalement superposables, pas parfaitement superposables. Par exemple, du côté des fractions culturelles, on met en avant le fait de faire du pain, le fait d'avoir des objets uniques, le fait de retrouver des savoir-faire anciens, ce qu'on ne voit pas du tout du côté des fractions économiques. Les fractions culturelles se disent allergiques au centre urbain, déprimées par les grands magasins, ce qu'on n'entend pas du tout. Voilà. Donc, il y a des choses, il y a des différences, mais il y a aussi des choses qui se superposent et qui se chevauchent, et notamment qui sont générées par une même conception du style de vie dominant, qui reposerait sur une aisance matérielle, matinée d'une pluralité de préoccupations morales et symboliques. Donc l'idée de coupler les aspects matériels et moraux d'une vie réussie. Et donc là-dessus, il y aurait finalement un accord sur la pondération aussi, cette fois comme manière d'être pour qualifier quelqu'un qui agit avec réflexion, avec modération. Et dernier point, ce qu'on voit aussi apparaître là, c'est que c'est moins finalement une politisation du privé, hein, que bien des manières dont le privé, la vie privée, le monde privé de ces personnes, de ces enquêtés, peut participer à politiser ou dépolitiser leur point de vue. Voilà. Donc là aussi, c'est une ouverture pour la discussion.
Et je terminerai cette fois véritablement avec ce dernier slide pour, bon, en fait, ce qu'on observe, hein, ce qu'on essaie de comprendre, c'est finalement, à travers ça, une approche structurale de l'articulation entre cette conception faible et forte des innovations ou des alternatives environnementales. Donc de comprendre cette articulation en l'étudiant de concert, hein, l'économie de relation d'une part entre le champ économique et le mouvement écologique, d'autre part entre les bourgeoisies économiques et les bourgeoisies culturelles, avec l'idée de ne pas sous-estimer tout ce qui sépare ces différents univers, et de comprendre comment ce qui sépare peut être articulé sans faire d'étincelle, ou peut être articulé de manière à ne pas faire d'étincelle. Voilà, avec ce constat que les classes dominantes sont engagées dans un rapport de classe défensif, hein, puisque sur l'enjeu écologique, ce qui se joue pour elles, c'est la défense de leurs privilèges, du prestige de leur style de vie, des normes qui sous-tendent ces styles de vie pourtant fortement nocifs pour la planète. Et on voit que là, il y a plutôt, si ce n'est un rapprochement, hein, je posais la question, est-ce qu'il y a un rapprochement des bourgeoisies? En fait, la réponse est non. Non, pas totalement, en tout cas, et c'est plutôt peut-être un non-durcissement des clivages, un non-éloignement avec ce terme-là, qu'il faut décrire ce qu'on observe, par opposition et par contraste, hein, avec ce qui se passe en bas de l'échelle sociale, où, je pourrais y revenir si vous le souhaitez, mais ce qu'on observe, c'est plutôt une intensification, une accentuation des clivages et des concurrences, hein, notamment entre les fractions culturelles des classes populaires stabilisées, les fractions économiques des classes populaires stabilisées, les premières valorisant le fait de faire de son mieux, et étant plutôt d'ailleurs ouverte à l'écologisation du mode de vie, les deuxièmes disant, bon, on peut dire tant que ça ne coûte rien. Bon, voilà. Donc, en tout cas, au final, et je terminerai là-dessus, ce qui se joue, ce qu'on observe, c'est une autre forme de consolidation de l'ordre social capitaliste, avec plutôt des logiques d'intégration facilitée, d'intégration morale facilitée en haut de l'échelle sociale, et des logiques de dispersion au niveau des classes populaires, ce qui rejoint les constats d'un travail mené par des collègues à propos des morales de classe, notamment l'article de Rémi Cavin, Fanny Darbus, François Denord, Delphine Serre et Sylvain Tine dans Halte de la recherche en 2018. Voilà. Bon, je m'arrête là. J'aurais aimé dire que ce qu'il y a aussi de commun au sein des bourgeoisies, c'est une philosophie du changement social, hein, avec l'idée que la somme des changements localisés, voire individuels, entraîne une transformation sociale, ce qui s'appuie sur une conception parfaitement néolibérale de l'individu qui serait générique, autonome, affranchi des carcans sociaux, hein. Voilà, c'est Gilda, par exemple, qui dit « Je vois le changement global comme une somme de changements locaux ». Et il y a quelque chose autour de ce schème-là également qui se joue dans cette critique des ZC, qui participe d'une reconfiguration des modes de domination dont Sylvie Tissot a montré que l'ouverture, enfin, à propos cette fois de la question de la diversité ethno-raciale ou des orientations sexuelles, que l'ouverture à des enjeux éthiques est possible, et se fait, mais à condition que les classes dominantes conservent le contrôle de cette ouverture. Voilà un peu des logiques équivalentes sur le terrain environnemental. Voilà, je suis vraiment désolé d'avoir été bien trop long. J'espère que vous aurez eu la patience de m'écouter jusqu'au bout, et si c'est le cas, je vous en remercie. Et sinon, dans tous les cas, on se retrouve avec grand plaisir le 9 avril pour poursuivre, pour discuter de ces questions-là, si elles vous intéressent. Merci et à bientôt, j'espère prochainement en présentiel.